bonjour. Vous écoutez Binge On Air, il est 11h30 et je suis avec Anne-Cécile Genre qui va présenter le podcast du sport pour la nouvelle rentrée. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Mélanie. Alors, vite fait, une présentation. Donc moi je m'appelle Mélanie Wanga, je suis journaliste, je co-présente le podcast Le Chip sur Binge Audio. Et donc Anne-Cécile, tu es également journaliste culturelle, notamment pour Trax sur Arte. L'émission d'Arte, ouais. Et tu réalises des documentaires. Voilà. Donc tu vas animer cette nouvelle saison de Du Sport chez Binge Audio, qui est l'émission de la culture, de la connaissance et de la beauté du sport. Bienvenue chez Binge Audio. T'es contente ? Merci. On en parlera, t'es pas tout à fait nouvelle chez Binge. Voilà. Je suis contente, je suis assez stressée. Je voulais dire en introduction que je remercie beaucoup le chauffeur Uber qui m'a amenée ici. Parce que j'ai un tournage en fait une heure après, là dans une heure en fait, j'ai un tournage. Donc je suis avec tout mon matériel, donc j'ai pris un taxi. Et j'étais tellement dans ma tête à réaliser que là on allait se retrouver et qu'il fallait que je parle, que je me suis assise à côté de lui et pas derrière. Et il a été super mignon, il était mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc il m'a un peu préparé à cet entretien. Coaché, il m'a coaché, je voudrais dire merci Mabrouk. Voilà, ce qui s'appelle Mabrouk. Merci à lui. Donc du coup, pour commencer, on va juste un peu remettre les choses en place. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Comment t'en es arrivée à animer ce podcast du sport ? Un peu quel est ton parcours, quoi ? Alors, donc je m'appelle Anne-Cécile. Je viens de la télé, comme tu l'as déjà dit. J'étais longtemps à New York. Pendant 8 ans. J'ai travaillé pour la plupart des chaînes de télé françaises et ces dernières années... J'étais freelance en fait, donc je travaillais pour tout le monde. J'ai commencé dans le news, le hard news comme on dit, donc vraiment la journaliste qui couvre l'affaire DSK, etc. Ouais. Et puis j'en ai eu très vite marre et donc je me suis dirigée plus vers le magazine, le documentaire. Et donc aujourd'hui, je travaille pour Trax, que j'adore et je continue de travailler pour eux à côté. D'accord. Parce que Trax, je reste c'est une émission freelance. musicale, c'est ça ? C'est culturel. Culturel ? Voilà. Moi, je suis plus même côté cinéma et puis décryptage de mouvements culturels. Ouais. Et c'est là qu'on en arrive en fait un peu au sport, parce que le sport, c'est aussi une culture. Ouais. Et voilà, donc j'ai rencontré pour eux un peu les tribus des États-Unis qu'on ne connaît pas. Et donc, ça passe pas mal par le sport en fait aussi. Ok. Et l'idée, c'est que moi, le podcast, j'y crois depuis très très longtemps. J'étais, avant d'être journaliste, j'ai été dans une agence média et je croyais beaucoup au podcast aussi. Et j'ai à New York complètement suivi le boom du podcast aux États-Unis. 2013-2014. Voilà, exactement. Et puis j'ai vu qu'en France ça se développait. Et puis là, voilà, il se trouve que je suis rentrée et que moi j'avais qu'une envie, c'était faire du podcast. Et donc je suis ravie de travailler pour Binge. Voilà. Alors c'est vrai que pour Binge, tu as déjà aussi créé un podcast qui est la série documentaire audio Surya Bonali, Corps et l'âme. Donc en 6 épisodes, c'est pour le podcast Hors Limite. C'était fin 2018, c'est ça ? C'était l'année dernière, ouais. C'était en novembre dernier. On va écouter un petit extrait ? Aux Jeux Olympiques d'hiver à Nagano, preuve du patinage artistique d'âme étant... Tu sens la glace défiler sous tes pieds. Sous les lames, tu perçois les creux, les bosses, les empreintes laissées par les patineuses qui sont passées avant toi. Alors, ce projet de raconter un peu l'histoire de Surya Bonali, c'est venu d'où ? Et ça a été quoi comme expérience pour toi ? Alors, c'était incroyable. Moi, je suis super contente d'avoir fait ça. Ça m'a pris quasiment toute l'année dernière, en fait. J'ai contacté Surya après avoir vu le film sur Tonya Harding. Parce que je l'avais vu... C'est Moi, Tonya, I, Tonya, c'est ça ? Oui, I, Tonya, ouais. Avec Margot Robbie. Exactement. Et en fait, je l'ai vu avec une copine française. On en est sortis et on s'est dit, nous, notre Tonya, c'est Surya. Et j'étais loin de me douter qu'il y avait tous les rebondissements que j'ai appris plus tard. Pour moi, c'était juste déjà quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il n'y en avait pas d'autres comme elle à l'époque sur la glace. Mais c'était... Et même depuis, quoi. Et, ouais, voilà. Et en fait, voilà, j'ai commencé à l'appeler. Elle était très sympa, elle m'a tout de suite répondu. Et en tout, j'ai dû passer 8 heures d'interview via Skype avec elle. Oui, parce qu'elle habite aux États-Unis, c'est ça ? Ouais, donc c'est un peu ce qui nous a rapprochés aussi, c'est qu'on était sur le même fuseau horaire. Et puis, plus j'en apprenais sur elle, plus je me disais, il faut raconter ça, mais c'est pas juste un reportage. Même visuellement, à l'époque, je le voyais pas trop en documentaire. J'avais envie de raconter l'histoire d'un corps, en fait. On va en parler plus tard, mais
je m'intéresse pas mal au corps. Ça tombe bien parce que je parle de sport. Mais j'avais envie de raconter de l'intérieur, son histoire, en fait. Et je voulais... le son, pour moi, m'a paru le bon média pour ça. Ouais. Parce qu'on utilise beaucoup le pouvoir immersif du son pour essayer de se mettre dans sa tête. Alors là, l'extrait qu'on a entendu, c'est un des moments comme ça. Après, de fait, c'est une série documentaire, donc il y a aussi beaucoup d'interviews avec tous les gens qui l'ont connu à l'époque. Il y a notamment Candeloro, qui est très bon dans l'épisode 3. Et voilà, il y a pas mal de choses que j'ai pas envie de dévoiler pour les gens qui l'ont pas écouté. Mais voilà, en tout cas, j'ai travaillé pour ça avec Théo Boulanger, qui est un réalisateur qui travaille beaucoup avec Binge. Et on a vraiment essayé de faire quelque chose d'un peu expérimental pour pouvoir raconter une histoire d'une sportive exceptionnelle, mais de son point de vue à elle. Ouais, vous lui avez laissé la parole, quoi. Voilà, exactement. Et c'était un gros travail d'écriture et vraiment un gros travail sonore et de musique de la part de Théo. J'ai adoré ça et depuis, évidemment, je n'ai qu'une envie, c'est de retravailler avec lui. Et j'avais très envie de retravailler avec Binge et c'est le cas. Alors, petit point sur ce podcast, quand même, il faut savoir que du coup, on a un studio à Binge Audio qui s'appelle Surya. Ah, mais oui, c'est vrai. Le Surya, le petit studio qu'on aime bien. Donc voilà, hommage. C'est vrai, elle est super flattée. Et depuis, j'en profite pour donner des news parce que je ne vais pas présenter Hors Limite parce qu'on travaille sur une saison 2 et moi j'espère vraiment que ça va se faire. Ce serait avec un autre sportif. Mais voilà, avec Surya, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu la Légion d'honneur cette année. Ah, grâce à vous en fait. Alors voilà, j'ai très envie de penser que c'est ça. Non, mais après, il se trouve qu'elle a aussi été sur Netflix cette année dans un documentaire et voilà, c'est bien quoi. Elle a enfin droit à la reconnaissance qu'elle n'a pas eue à l'époque, je pense. Mais voilà, c'était la petite nouvelle sur Surya Bodali. Ouais. Alors on a petite réaction de Mathilde M sur le chat qui nous dit c'est pour ça qu'on adore Théo Boulanger, meilleur réal. Donc on peut dire qu'il y a un peu la Boulanger Hive déjà, les gens sont fans. Ouais, je suis contente que les gens reconnaissent son nom. Du coup, là, on est là pour parler du podcast du sport, qui est un podcast qui existe déjà chez Binge depuis une saison, que tu vas reprendre. La première saison était présentée par Victoire Tuaillon, qui est aussi animatrice du podcast Les couilles sur la table chez Binge. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce podcast ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce qu'on va peut-être écouter d'abord le générique pour se mettre dans l'ambiance ? Alors, qu'est-ce que c'est du sport ? Alors, je vais redire ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'il y a eu plusieurs descriptions de ce podcast. Moi, la façon dont je l'explique, c'est que c'est le podcast qui parle de la poésie, la beauté, la culture du sport et qui décrypte sa place dans la société. D'accord. Voilà, c'est un vaste programme. Ouais, c'est très large. Du coup, c'est ce dont j'avais prévu de parler tout à l'heure en parlant de Hors Limite. C'est que moi, j'ai réalisé, en fait, aussi en racontant cette histoire d'une sportive, que le sport, ça touchait à énormément de choses. Parce que dans l'histoire de Surya Bodali, il y a de la géopolitique, il y a aussi des questions de genre, souvent. Voilà, de genre, du racisme supposé et puis quand même presque prouvé chez elle, dans son parcours, et des relations mère-fille. Enfin, ça touche à énormément de choses dans la société. Il y a un sociologue qui s'appelle Norbert Elias qui dit « La connaissance du sport est la clé de la connaissance de la société ». Et c'est vrai que par pas mal d'aspects, c'est un miroir de ce qui se passe dans la société, et c'est un miroir un peu dédramatisé parce qu'il n'y a pas les enjeux... dans la plupart des sports qu'on peut connaître ailleurs. Et du coup, voilà, observer le sport et essayer de le déconstruire, qui est quand même un mot qui a été beaucoup utilisé, je crois, pendant les dernières 24 heures. Ça chez Binge. Voilà. Ça permet, en fait, de comprendre pas mal de choses. Mais c'est intéressant ce que tu dis, que ça a des ramifications dans la société, parce que moi, ce que ça m'évoque, c'est, tu vois, ces espèces de grands
messe un peu de communion qu'on a, par exemple, pendant la Coupe du Monde, où les gens descendent dans la rue, se mettent à poil, montent sur les voitures parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. Tu vois, il se passe vraiment un truc dans la société. C'est pas juste limité à ce que tu regardes à la télé ou à ce que tu assistes quand tu vas voir un match, quoi. C'est vraiment un truc qui a des ramifications sociales, quoi. Exactement. Et puis, c'est pas juste les pages de résultats. Enfin, typiquement, les pages notées sport dans les journaux. Moi, je fais partie des gens, je les ai quasiment jamais lus. Sauf qu'en fait, le sport, ça me passionne aussi. Et ça touche à plein de choses. Et c'est vraiment une culture. Et je dirais même, dans certains cas, peut-être la seule culture de certaines personnes. Mais c'est hyper important. Ouais, c'est vrai que le sport, pour le coup, effectivement, il y a vraiment, ça transcende la classe, quoi. C'est les classes populaires comme les classes supérieures qui sont touchées, qui sont intéressées par le sport, quoi. Voilà, et puis donc ça parle de la société et ça parle aussi de l'individu. Parce que le sport, ça touche au corps, ça touche à l'identité. Et là, pareil, il y a autant de visions du sport qu'il y a d'individus, je pense. Ouais. Non, puis c'est intéressant, enfin, là je dévie un peu, mais le fait de parler de Surya, c'est intéressant aussi de voir comment les femmes noires en France, on en a eu quelques-unes. Enfin, moi, mon idole quand j'étais jeune, c'était Marie-Josée Pérec. Oui, bien sûr. mais quand on est une petite fille noire et qu'on voit ces femmes-là, parce que c'est vrai que dans le reste, j'avais l'impression que dans le reste de l'espace médiatique, j'en voyais pas tant que ça. Et là, de voir une femme qui est forte, qui gagne et tout, c'était quelque chose un peu, c'était transcendant, quoi. Donc, je pense que quand tu dis que ça touche à l'individu, il y a vraiment de ça, quoi. Ouais, voilà, et puis voilà, il y a tout ce qui est autour de la médiatisation du sport qui a changé énormément de choses. En fait, c'est très très large comme sujet. Donc on a cette année prévu donc la saison 1 a été présentée par Victoire, comme tu disais. C'était surtout des entretiens. Cette année, donc c'est très important que je dise aussi que c'est coproduit par le SNEP, le Syndicat national de l'éducation physique. D'accord. Christian Couturier et Bruno Cremonisi, qui sont donc profs de sport. Et à l'origine prof de sport, et moi j'adore travailler avec eux. On vient de commencer, mais c'est super. Pour moi, c'est une énorme revanche sur la vie parce que les cours de sport, l'EPS, j'étais pas très forte et je sais pas, j'en avais une mauvaise image, quoi. Et après, on a tous nos parcours. J'ai fait du sport quand même, hein, mais c'est super intéressant. Enfin, c'est des gens qui sont en fait absolument passionnés de philosophie, de sociaux, et ça m'oblige à lire énormément sur le sport. Et voilà, ça va être, je pense, très intéressant. Et du coup, pour toi, c'est quoi les objectifs pour cette saison du sport ? Alors, c'était ça que je voulais dire à la base. C'est qu'on continue de faire des entretiens, mais on va un peu plus les habiller. On va en fait déborder un peu plus sur la culture générale, avec des extraits de films, des extraits de romans. Parce que comme je l'ai vu avec Surya Bonali, je me suis rendu compte que le sport, c'est quand même source d'histoire humaine extraordinaire. Et ça, on va essayer de les raconter. Et ce qu'on va garder en commun, c'est qu'on va à chaque épisode répondre à une grande question de sport. D'accord. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, de type de question auquel Alors, par exemple, j'ai un extrait là d'un extrait qui va enrichir un entretien. Et là, pour le coup, ce n'est ni un roman ni un film. Ça vient de YouTube. Et c'est Thibaut InShape. Je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent. Faut savoir que ces vidéos, elles ont 10 millions de vues. Et puis il a collaboré même avec le gouvernement, il me semble, là récemment. Oui, c'est possible. Pour le SNU, là, le service. Oui, bien sûr. Oui, exactement. Et bon, bref, je pense que l'extrait s'écoute d'abord et se commente après. Faire 100 pompes par jour pendant 30 jours. Jusque-là, ça va, rien de compliqué. Mais est-ce vraiment efficace pour se muscler et devenir énorme et sec ? Dans cette vidéo, nous allons donc parler de ce défi. Et donc voilà, il a une voix déjà qui te met dans l'ambiance, quoi. Ouais, voilà. Et puis, moi, quand j'ai découvert ça, par exemple, j'ai halluciné du vocabulaire utilisé. Parce que énorme et sec, je comprenais même pas que ce puisse être un objectif beauté. Donc, en fait, énorme et sec, ça veut dire quoi ? C'est musclé ? En fait, c'est très musclé et c'est sans gras. Ouais. Et c'est un programme. Et en fait, j'ai constaté, moi, en étant aux États-Unis ces 8 dernières années, que le volume des biceps des gens augmentait autour de moi. Hommes comme femmes. Surtout des hommes, en fait, en l'occurrence. Même si ça vient aussi, apparemment, chez les femmes aussi. Je me dis, mais pourquoi est-ce que les jeunes, aujourd'hui, considèrent qu'être beau, c'est être musclé ? Qu'est-ce que ça dit de ce qu'on considère est un bel homme ?
Et voilà, et donc Thibaut InShape, je pense, est une des clés. Et donc, c'est une des questions à laquelle on va répondre. C'est pourquoi faut-il aujourd'hui avoir des biscottos et du coup, on va décrypter ça avec, on espère, normalement c'est sûr même, Georges Vigarello, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur le corps et sur la notion de beauté. D'accord. Ouais. C'est intéressant parce que, tu vois, Thibaut InShape, pour le coup, moi, ça m'évoque toute cette culture du healthy lifestyle sur Instagram, tu vois, avec les meufs qui font des squats, les hashtags Monday Motivation. Il y a vraiment tout ce truc, en fait, quand même, de what's your excuse, mets-toi au sport. Enfin, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, ont un grand rôle dans cette nouvelle manière de voir le sport, de faire du sport, peut-être. Exactement, et c'est très bien décrit, parce que donc moi, je trouve que c'est un peu irritant, en fait. C'est un peu anxiogène, en fait. Voilà. Si tu fais pas ça, ça veut dire que t'es une grosse... Voilà, et puis c'est aussi devenu très individuel. C'est à l'individu de prendre en compte son propre bien-être, et on est culpabilisé si on le fait pas. Je m'étais dit que je citerais ce livre. Il y a un livre exceptionnel qui s'appelle Le syndrome du bien-être. C'est par 2 Suédois, Carl Cederström et André Spicer. Pardon, j'ai pas parlé dans le micro. Mais voilà, le syndrome du bien-être, par exemple, décrypte un peu tout ça et montre que c'est nos sociétés modernes qui nous font penser qu'il faut faire du sport pour être heureux, mais en fait, on peut peut-être tout à fait être heureux sans faire du sport. Et donc, du sport, le podcast va décrypter tout ça et va pas du tout faire la promotion du sport à tout crin. En fait, on veut comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire, pourquoi c'est bien dans un certain cadre et quelles sont aussi les dérives. Ouais, bah oui, et puis moi ce que je trouve intéressant quand tu disais que le sport en fait c'est pas que du sport et que ça recouvre plein de trucs, là pour le coup, moi je trouve que le sport dans cette situation-là, ça recouvre effectivement l'individualisme mais aussi peut-être une forme, tu vois, de capitalisme, genre Exactement. Allez, faut bosser, tu dois mériter ta place quoi, c'est un peu Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le thème d'une autre émission de rentrée, je sais plus si c'est la 2e ou la 3e, où on répond à la question, le sport est-il un droit ? Et parce que l'idée, c'est que là, c'est la rentrée, on voit de plus en plus partout là, dans le métro, dans les boîtes aux lettres et tout, on nous propose de nous inscrire à des clubs de sport, on nous propose des trucs, des formules de plus en plus luxe. Il y a aussi des choses pas chères, hein, mais dans les formules luxe, c'est incroyable. Il y a un club en face de chez ma sœur, très, très intéressant, mais c'est 1 500 € par mois. Par mois ? Ouais. Et on a accès à un spa, un restaurant, un diététicien. Non mais c'est un salaire, c'est plus qu'un SMIC par mois quoi. Bah voilà. Et donc voilà, moi ça me pose pas mal de problèmes parce que je me dis le sport à la base, est-ce que c'est pas juste, est-ce que tout le monde n'aurait pas le droit de faire du sport ? Est-ce que maintenant il faut être riche pour avoir le droit d'en faire ? Et voilà, c'est une des questions qu'on s'est posées avec notre invité, qui s'appelait Emmanuel Bonnet-Oulalge, qui dirige la FSGT, c'est la Fédération sportive et gymnique du travail, qui en fait a fait beaucoup en sport en France depuis plus d'1 siècle pour justement donner accès au sport. Alors ça te donne accès il y a celles qui revendiquent le sport, il y a les femmes qui depuis le début du XXe siècle le revendiquent. Il y a les ouvriers, parce qu'au début, c'était vraiment qu'un truc de riche. Et puis, aujourd'hui, se posent les questions des plus précaires. En fait, quand on est vraiment dans le besoin, qu'on n'arrive pas à payer son loyer, est-ce que vraiment on a le temps et est-ce que c'est considéré comme nécessaire de faire du sport ? A priori, oui. Donc voilà, on a un extrait d'elle pendant notre interview. Quand on fait du sport, on a un rapport à notre corps, à notre tête, et donc il y a un enjeu essentiel d'appropriation de son corps, d'appropriation du rapport aux autres, d'appropriation de son environnement. Et plus fondamentalement, il y a réellement un enjeu d'émancipation, parce que quand on fait du sport, on est aussi en capacité de créer des choses, d'innover. Quand on va jouer au foot, quand on va jouer au hand, on va s'adapter à la situation de jeu, et donc on va créer des choses. Et dans une société où la précarisation liée au travail, où le poids des normes est extrêmement fort, c'est très important d'avoir des espaces où on peut se créer, s'inventer. Et il est important que ces espaces ne soient pas seulement réservés à ceux qui en ont les moyens. Ouais, donc elle explique justement que le sport ne doit pas être juste réservé aux riches, en fait, c'est ça ? Exactement, ça devrait être une occasion peut-être de remettre les compteurs à zéro et de jouer d'égal à égal sur le même terrain.
Donc ça, c'est une vision très politique. Ouais. Du Ça sport. remet vraiment la lutte des classes au centre du truc, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que tu as des invités de rêve que tu aimerais avoir dans ton émission? Alors, j'ai pas de nom. Je préfère pas donner trop de noms parce que je sais pas si on va les avoir en fait. Mais en revanche, on a des grandes questions. Ouais. On a une question pas mal autour de sport et technologie. Parce qu'en fait, ça fait des années, des siècles, en fait, même qu'il y a une certaine technologie utilisée dans les différents sports, même le fait de s'entraîner, finalement, on a progressé et on connaît plus le corps humain. Alors du coup, où est-ce qu'on est dans l'amélioration par la technologie et où commence le dopage? Ça, c'est une grande question qu'on se pose. L'autre fois, j'ai vu sur Twitter, je crois, quelqu'un qui disait mais pourquoi il n'y a pas les Jeux Olympiques du dopage? Moi, j'ai envie de voir jusqu'où on peut Ouais, aller. ce serait super Une drôle. fois autoriser les à se doper et péter les records, quoi. Oui, surtout que, je sais pas si tu as vu Icarus, le documentaire qui a eu l'Oscar l'année dernière. Non. Bah, bref, c'est quelqu'un qui réussit à se doper avec les meilleurs dopeurs du monde et qui fait le Tour de France amateur, mais Ouais. il le fait une fois avant et une fois après pour voir la différence. Et en fait, il gagne quasiment rien, je crois. Comme quoi. Mais voilà, oui, donc ça, c'est une des grandes questions. On se pose aussi pas mal de questions sur l'identité culturelle et sur le sport comme vecteur de domination. Ouais. Par exemple, est-ce que le fait que le foot, c'est omniprésent dans le monde, c'est un produit, en fait? Sauf aux États-Unis, du coup. Mais ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, en Ouais. même temps, les filles, Oui, les c'est un Américaines, sport c'est très super fort. féminin, ouais. Et voilà, est-ce que c'est finalement un résultat de la domination occidentale? Après, il y a des régions qui sont indissociables de certains sports. Je sais pas, j'étais dans le Pays Basque, par exemple, cet été, la pelote basque, il y en a partout. Voilà, en quoi ça fait partie de l'identité et comment ça peut être utilisé, dans certains cas, par les politiques. Ouais, pour réaffirmer une certaine identité. Exactement. Ouais. Enfin, le fait qu'en Inde, tout le monde joue au cricket, c'est pas du tout... C'est pas un anodin, hasard, ouais. je pense. Ouais, Voilà. bien sûr. Et du coup, toi-même, tu as un rapport particulier avec le sport, du coup, et notamment le yoga. Est-ce que tu peux nous raconter ce que représente le yoga pour toi et comment tu y es arrivé? Oui, alors déjà, je voudrais rassurer les gens. Je pense qu'on va pas en parler beaucoup du yoga dans du sport parce que c'est un un peu. sujet. Non, mais on va en parler, mais c'est pas. Enfin voilà. Parce que par exemple, en c'est pas Inde, que le yoga, il y a tout un truc. Exactement. notamment Mais on va avec- pas parler que de ça, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mais après, moi, effectivement, j'ai fait une formation de prof là-dessus. C'est un peu depuis ça, d'ailleurs, que je me pose pas mal de questions sur le corps. Et j'y suis venue, moi, parce que, comme je te disais, je faisais de la télé, donc je portais énormément de matériel. Mhm. Et j'avoue, j'étais beaucoup dans ma tête. C'est-à-dire que je négligeais beaucoup mon corps. Ouais. Je pratiquais quelques sports, mais vraiment juste comme ça. C'était pas... J'y prêtais vraiment aucune attention. Et j'avais tendance à vraiment dissocier. Pour moi, il y avait le monde du corps et le monde de l'esprit. Et j'ai fait du yoga à la base vraiment juste pour soigner mon dos. Parce que je portais des caméras toute la journée et que ça me faisait trop mal. Et non seulement ça a marché, mais surtout j'ai découvert que on pouvait complètement relier son esprit à son corps, que la respiration servait à ça. Et j'en suis relativement un mauvais exemple là tout de suite parce que comme je suis un peu stressée, je respire mal. Mais non mais c'est vrai. Et du coup voilà, je trouve que j'ai découvert ça en fait. J'ai découvert que je pouvais à un moment me Aligner recentrer, corps et esprit, quoi. aligner corps et esprit exactement. Et c'est utile en fait tout le temps. Et donc la formation que j'ai faite, moi, m'a permis d'analyser le corps, pas seulement quand il fait du yoga, mais quand on est assis. Par exemple, là, j'étais mal assise, je devrais être plutôt comme ça. Quand on marche, quand on se tient debout. Et c'est, bref, depuis, je vois les gens plus comme pas comme des animaux non plus, mais j'aime beaucoup, au fait, observer mes semblables. J'allais dire congénères, mais ça faisait encore plus animaux. Et voilà. Et donc, j'ai aussi envie d'amener ma vision un peu originale du corps dans ce podcast du sport. C'est intéressant, c'est super intéressant. Voilà. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais juste te demander, question bonus, tes 3 podcasts préférés. Comme ça fait un peu une reco pour les gens qui nous écoutent. Oui, alors, comme je ne vais pas faire de jaloux du tout dans les podcasts français, je l'ai noté tout à l'heure, voilà. En fait, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, donc désolée si vous ne parlez pas anglais. Mais c'est pas mal. Il y a un podcast de sport. En fait, ESPN a fait
je crois que ça s'appelle 33 by 33 pour fêter leurs 33 ans, un truc comme ça. Ils ont fait plein de podcasts et il y en a un venant du yoga que je recommande aux anglophones qui est sur Bikram. Oh, je l'ai écouté, il est ouf. Ouais. Ah, il est incroyable. Voilà. C'est l'histoire de Bikram qui était un mec ultra chelou et qui est arrivé aux États-Unis en créant le yoga Bikram du coup. Voilà, et alors c'est pas, en l'occurrence ça dépasse, on parlait de comment le sport peut dépasser et amener à des enjeux de société, là en l'occurrence c'est du le harcèlement. Weinstein du yoga quoi. Ouais, voilà. Donc c'est incroyable, enfin, c'est très bien fait et en même temps c'est très efficace. Après, j'aime beaucoup moi les séries, je crois que S-Town est mon podcast préféré en anglais, mais plus parce que... je peux pas le dire en fait. Surprise. Mais quand on comprend l'accent du sud des États-Unis. Parce que moi j'ai écouté le premier épisode et j'étais là genre je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais ça vaut le coup de s'accrocher parce que c'est vraiment incroyable ce qui se passe et ça parle de la société aussi en fait au travers de ça. Et puis moi j'écoute beaucoup Heavyweight en ce moment. Trop bien. Voilà, parce que j'aime beaucoup. C'est des témoignages de personnes qui racontent un peu quelque chose dans leur vie et le host les aide à dénouer en fait un événement qui s'est passé dans leur vie en gros. Exactement. Et alors le host peut énerver au début puisqu'il est très présent et en fait il est super bon. Ce qui décoince comme situation est assez incroyable et puis c'est facile à écouter parce que c'est de l'unitaire quoi. Ouais, c'est une personne un épisode. Ouais, exactement. Eh ben écoute, merci Anne-Cécile. Merci Mélanie. Donc du sport à la rentrée sur Binge Audio. Comment on conclut ? Je dis, je passe la main. Je sais même pas à qui on passe la main d'ailleurs, mais on passe la main à Social Calling.